Oda nous a préparé un chapitre exceptionnel rallumant la braise de la quête au One Piece comme il sait si bien le faire. Qui trouvera ce trésor légendaire et deviendra responsable du destin du monde? Quel est le passé des anciennes tribus aujourd'hui persécutées par le gouvernement? Et surtout, qui est ce mystérieux personnage dissimulé au milieu des plus grands protagonistes et antagonistes de toute cette fin de One Piece? Bienvenue dans la review de ce chapitre 1121 les bros, et normalement je vais tenter de répondre à toutes ces questions. En ce début de vidéo, je vais quand même vous demander qui est le personnage caché d'après vous, que pensez-vous de son identité? Faites-le moi savoir dans les commentaires et découvrez dans cette vidéo mon analyse et théorie à ce sujet. J'espère que cette review vous plaira, j'y ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage, alors n'hésitez pas à me soutenir en laissant simplement un petit like. Merci à tous et à toutes pour votre présence hebdomadaire sur les reviews depuis tant d'années maintenant. Avant qu'elle ne commence, un court placement de produit aura lieu, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Il y a de cela quelques semaines, je vous révélais le grand secret que cachait Vegapunk, celui qui lui permettait de dissimuler l'émetteur de son signal vidéo grâce à CyberGhost VPN, l'un des plus anciens partenaires de la chaîne. Vous savez, le VPN est son chiffrement de vos données qui vous permet de masquer votre adresse IP et donc sécuriser votre navigation internet. Et ben aujourd'hui, je peux vous dire encore mieux comprendre comment autant de mystères entourent encore One Piece. Baltigo, le QG des révolutionnaires, n'avait jamais été trouvé? Bah c'est normal, petit abonnement CyberGhost VPN pour tout le monde. Lave-t-elle introuvable? Hop, VPN. La daronne de Luffy, triple VPN carrément. Même Kizaru a souscrit un abonnement, normal qu'on ne le voit plus depuis 6 mois. En bref, ils ont sûrement été convaincus par les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost qu'il soit l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot, ou qu'il propose plus de 10 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays différents, ou bien encore que tu peux le partager avec ta famille sur 7 appareils différents en simultané. Là par contre, c'est vous que ça risque d'intéresser puisque grâce à CyberGhost, fini les restrictions géographiques, vous pourrez avoir accès aux catalogues internationaux de dizaines de sites de streaming et donc payer votre abonnement de Crunchyroll moins cher tout en ayant accès à tous les derniers bangers. Avec mon lien en description, c'est seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits représentant une réduction de moins 83% tout en ayant accès au support français 24 h sur 24, 7 jours sur 7 ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Alors n'hésitez pas et rejoignez les mêmes rangs que Kizaru. Par contre, je pourrais pas vous indiquer la direction, personne ne sait où il est. Souvenez-vous, précédemment, Saturne s'est accroché au navire des géants avec comme but principal de tuer Kuma et Bonnie, qui étaient par ailleurs dans un état pitoyable, Kuma n'ayant plus réagi depuis qu'il a sauvé Bonnie il y a de cela presque 20 chapitres. Aujourd'hui, et face à son bourreau, Bonnie doit à nouveau combattre pour sa liberté et celle de son père en arborant à nouveau la forme de Nika aux côtés du guerrier de la libération. Et c'est ce qu'ils feront en repoussant ensemble le dieu guerrier de la science, absolument incapable de résister à l'attaque combinée des deux divinités solaire. Ce sera la seule partie combat de ce chapitre et même si elle n'est pas des plus transcendantes, il y a tout de même plusieurs points à aborder et à analyser pour encore mieux la comprendre car je vous assure qu'elle est quand même bien plus belle qu'on ne le pense. Tout d'abord, Bonnie a utilisé toute la haine qu'elle a en elle, en particulier envers Saturne pour l'attaquer de toutes ses forces. Grâce ou à cause des souvenirs de son père dans lesquels elle a voyagé et a découvert la vie absolument horrible de Kuma mais également de Ginny, sa mère, elle a pu utiliser toute cette frustration contre Saturne qui en est à l'origine. Ce chapitre le rappelle très bien, Saturne a toujours été là pour influencer une partie de la vie de Kuma, et Bonnie aussi, comme sur God Valley, en rappelant au jeune boucanier qu'il ne vit que pour être un esclave, ou encore lorsqu'il a procédé à des expériences médicales sur Ginny. D'ailleurs, une scène inédite qui n'a jamais été vue la concernant a été dévoilée dans ce chapitre, montrant alors Ginny se présenter à Bonnie tout en ayant le visage impossible à identifier. Il semblerait que ce soit un souvenir direct de Bonnie, expliquant pourquoi on ne distingue pas les traits de son visage. Elle était trop jeune pour se rappeler de l'apparence de sa mère qu'elle n'a pu vraiment découvrir qu'en parcourant les souvenirs de Kuma. De plus, c'est sûrement à ce moment-là que Ginny était atteinte de la maladie des écailles de saphir et qu'elle a quitté Marie-Joise pour retourner sur Sorbet dans le chapitre 1098. Et si Oda n'a jamais montré son visage dans ce même chapitre, c'est sûrement pour une très bonne raison, et mieux vaut ne jamais le voir. Tout ça pour dire que face à un autre Gorosei, cette scène n'aurait pas autant marché et n'aurait même jamais eu lieu, tant Saturne a fait souffrir Bonnie, une souffrance nécessaire pour le repousser avec toute sa force. Et justement, parlons de l'attaque de Bonnie. De ce qu'on peut comprendre, Luffy avait comme objectif de faire combattre Bonnie à sa place. Il la défendait tout en la poussant à attaquer Saturne. Moi, ça me rappelle toujours le chapitre 1107 où Luffy semble plus ou moins comprendre que Bonnie a une très bonne raison de haïr Saturne et donc qui lui apprend vraiment comment faire pour frapper et combattre son adversaire. Là n'est pas entièrement le sujet. Qu'est-ce qui a été l'un des principaux problèmes rencontrés lorsque Bonnie a montré sa forme complète de Nika dans les derniers chapitres?
C'est une question que je vous pose. La réponse, normalement, c'est le power-up phénoménal que ça pouvait représenter. Personne, moi y compris, ne voulait voir Bonnie déployer une puissance similaire à celle de Luffy en Gear 5, qu'il a mis des siècles à développer et à maîtriser. Assez rapidement, Oda a su montrer que non, le Nika de Bonnie n'était pas comparable à celui de Luffy, et il a suffi d'une seule attaque au chapitre suivant son apparition pour annuler cette transformation qui n'a duré qu'une poignée de cases. Sauf que voilà, rebelote aujourd'hui, Bonnie se transforme à nouveau et attaque Saturne. On pourrait croire alors qu'Oda est retombé dans ses travers et a définitivement conféré un pouvoir trop fort, trop grand à cette gamine de 12 ans. Eh bien, je n'en ai quand même toujours pas l'impression. En fait, Bonnie n'a presque rien fait dans l'attaque finale ayant éjecté Saturne. C'est ce que Luffy tente de lui faire croire, c'est ce que Luffy la force à faire, mais c'est lui qui a fait tout le travail. Je suppose que vous l'avez vu de toute façon, il attaque en même temps qu'elle et perce Saturne de toutes parts grâce à ses coups de poing, tandis que l'attaque de Bonnie, elle, n'a eu aucun réel impact sur Saturne comparable à celle de Luffy. Sauf si je me trompe, je pense vraiment que Luffy a voulu lui faire croire que c'était elle qui avait fait tout le taf, un peu comme un grand frère qui fait croire à son petit frère qu'il a réussi à vaincre un boss sur Elden Ring alors que c'est lui qui contrôlait la manette. On l'a tous fait. Ça paraît pas incroyable dit comme ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie en lisant cette scène. Luffy a poussé Bonnie dans ses retranchements, lui a redonné l'espoir pour qu'elle combatte ses démons, et l'a aidé le moment venu en lui accordant tout le mérite à la fin. Plus beau encore, malgré son absence de conscience, Kuma semble sourire, fier de voir sa fille combattre aux côtés de ce dieu solaire qu'il a tant recherché. Donc voilà, peut-être pour me rassurer, mais j'aime me dire que, évidemment, Luffy aurait très bien pu éjecter Saturne tout seul, mais qu'il s'est juste contenté de soutenir la détermination sans faille de Bonnie à venger ses parents des atrocités que les dieux ont pu leur faire subir. C'était tout ce que j'avais globalement à dire sur ce passage en particulier. Maintenant, parlons un peu des vrais gros sujets de ce chapitre. Cette partie se concentrera sur le cœur du message de Vegapunk qui concerne les héritiers des races antiques de ce monde. Reprenons les nouvelles déclarations du scientifique qui vont nous intéresser. Vegapunk dit que le jour de l'éveil arrive et révélera tous les secrets cachés par le siècle oublié. Que nous savons désormais que les armes dont l'utilisation a renversé et coulé le monde il y a des centaines d'années sont toujours là et actives. Et par-dessus tout, qu'en raison de l'histoire, ceux ayant une ascendance raciale rare et unique sont aujourd'hui persécutés et massacrés. Bien sûr, Vegapunk continue après, mais ça on le verra dans les autres parties. En gros, Oda vient de nous révéler, ou du moins nous confirmer, que les races antiques de One Piece, comme les Boucaniers, les Lunarians ou encore les Trois Yeux, qui sont successivement représentés après les paroles de Vegapunk, ont été persécutés et massacrés par le gouvernement mondial. Nous le savions déjà pour les Boucaniers et les Lunarians, quand leurs histoires ont à peu près été révélées respectivement au chapitre 1095 et 1023. Les Boucaniers ont commis un crime d'envergure mondiale et sont considérés comme des esclaves nés aux yeux du gouvernement. En reprenant ma théorie à ce sujet, je pense qu'ils ont participé il y a 800 ans et avec l'aide de Nefertari Lili et Zunesha, deux autres entités ayant commis un crime mondial, à éparpiller les poneglyphes partout dans le monde. La tribu des Boucaniers serait les messagers des paroles de Joy Boy et sans eux, les poneglyphes qui représentent le tabou ultime du gouvernement n'auraient jamais pu être dissimulés aux quatre coins du globe. Les Lunarians, eux, vivaient autrefois au sommet de Red Line, là où se trouve Marie-Joise, dans un pays qui se nommait le Pays des Dieux. Également considérée comme race éteinte, cette race divine fait l'objet d'une vraie traque de la part du gouvernement qui est capable d'acheter pour 100 millions de berries la moindre information sur eux. Comme pour les Boucaniers, j'avais une théorie bien précise concernant les Lunarians lors de l'introduction de cette tribu dans l'histoire. Ils seraient parmi les plus anciens habitants de la terre de One Piece, comme leur nom l'indique, les Lunarians viendraient de la Lune, la cité Bilka, découverte par Ener. Si les Shandia et les Skypéiens, Bilkan, ont établi leur tribu sur Terre et dans les nuages, les Lunarians, eux, se sont développés sur Redline, à l'endroit où se trouve aujourd'hui Marie-Joise. Mais pour ne jamais craindre le déluge qu'ils avaient en partie provoqué, les dragons célestes ont décidé à leur tour de s'installer sur Redline et éradiquer l'espèce qui y vivait. Par pure jalousie et convoitise, les dragons célestes ont pris d'assaut la Terre des Dieux pour s'auto-proclamer eux-mêmes divins, bien supérieur à cette race, censée survivre dans toutes les conditions de la nature. Joy Boy leur a promis de revenir, de façonner un monde meilleur pour que les Lunarians puissent à nouveau récupérer leur terre et leur trône usurpés par le gouvernement. Malgré la disparition de la quasi-totalité des Lunarians, il en existe encore plusieurs. Nous avons King, certes, mais également tous les nouveaux séraphins qui sont pour l'instant des esclaves forcés qu'à obéir aux ordres de leur maître, aux ordres du gouvernement mondial. La meilleure façon de les affranchir, de leur accorder la liberté et de les retourner à leur terre lorsque le gouvernement mondial aurait été défait et ainsi que King et les séraphins puissent vivre en toute liberté au sommet de Redline, là où se trouvait autrefois la terre de leurs ancêtres. Alors, mes excuses.
ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des Lunarians, c'est un sujet qui me hype beaucoup trop, et je trouve le futur des Séraphins terriblement passionnant, il fallait que je vous donne toutes mes théories. Nous avions donc bien compris que ces deux tribus éteintes étaient de véritables ennemis du gouvernement, et pour couronner le tout, Nika et Joy Boy font aussi partie de leurs croyances, prouvant que les Boucaniers et les Lunarians ont toujours été du bon côté de l'histoire. Par contre, pour les Trois Yeux, c'est une assez grande nouveauté, il faut dire que très peu de choses nous ont été révélées sur cette tribu, dont seul Pudding en est la descendante connue à ce jour. Contrairement aux Boucaniers et aux Lunarians, aucune mention de Joy Boy ou Nika n'a été faite du côté de Pudding, enfin presque. Les Trois Yeux ont semble-t-il une faculté intimement reliée à la mythologie du siècle oublié, cette faculté qui est la voix de toute chose. D'après Big Mom, c'est un pouvoir que peuvent éveiller les Trois Yeux et qui permettrait donc, tout comme l'a fait Roger, d'entendre les poneglyphes, la voix des poneglyphes, pour ainsi être guidés par leur écrit sans avoir besoin de les traduire. C'était le Joker de Big Mom pour espérer obtenir le One Piece, un atout qui lui a désormais largement échappé puisque capturé par Teach qui aura sans l'ombre d'un doute les mêmes plans pour Pudding, à savoir l'exploiter pour sa capacité à entendre la voix des poneglyphes. Il n'est qu'une question de temps avant que les Trois Yeux révèlent leur lien étroit avec la légende de Nika ou de Joy Boy, et quand ça sera le cas, alors ça sera également la preuve parfaite que Luffy va et devra sauver Pudding. À l'heure actuelle, il en fait aucun doute que Teach a kidnappé Pudding pour décrypter les poneglyphes qu'il n'a pas la chance de pouvoir lire, contrairement à Luffy avec Robin. Pudding va éveiller le pouvoir de son troisième œil avec Teach, et Teach arrivera à exploiter ce pouvoir pour aller sur Laftel, ou du moins s'en rapprocher, autant que Luffy lui s'en rapprochera. Dans la bataille finale qui opposera la lumière aux ténèbres, Luffy face à Barbe Noire, il sera en partie motivé par la libération de Pudding, aujourd'hui prisonnière de l'empereur. Bien qu'elle fût une antagoniste, ils ont quitté Whole Cake Island grâce à son aide, et de par son lien avec Sanji, son kidnapping ne peut être ni ignoré ni être sous-estimé. Comme nous l'apprendrons très bientôt, Joy Boy est considéré comme un sauveur au sein de la tribu aux Trois Yeux, et Luffy honorera la promesse dont il a hérité en sauvant Pudding. Il reste encore un, voire plusieurs Trois Yeux à découvrir, comme le père de Pudding par exemple, avec qui Big Mom l'a mise au monde. Il est probable que cette tribu vit reclus sur une île que les Mugiwara devront visiter avant de se rendre sur Laftel. Tout ça c'est bien beau, parler et théoriser sur les attributs et le destin de chaque race, c'est vraiment très cool, mais pour l'instant, ça ne répond pas à la problématique posée dans ce chapitre. Pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi ont-ils été persécutés? Vegapunk le dit très bien, c'est un mystère auquel lui-même ne semble pas avoir de réponse, alors qu'il a fouillé dans cette même histoire. Si le génie du monde ne sait pas, le gueux que je suis ne risque pas de vous faire de très grandes révélations. Toutefois, si ces races et ces tribus sont persécutées à ce point-là, en particulier par le gouvernement, c'est sûrement parce qu'elles portent encore aujourd'hui en elles les vestiges du siècle oublié. Si on a bien compris l'histoire de One Piece jusqu'à présent, ce que le gouvernement cherche à cacher à tout prix, c'est le contenu du siècle oublié. C'est pour ça qu'ils mettent tout en œuvre depuis 800 ans, afin que l'humanité ne découvre pas ce pan vide de leur histoire. Persécuter ces tribus est le signe qu'elles peuvent réveiller cette ancienne histoire, elles peuvent réveiller l'ancien royaume. L'éradication que ces tribus subissent est peut-être aussi la preuve ultime que le gouvernement voulait contrôler le retour de Joy Boy. Eux aussi doivent être au courant de la prophétie annonçant le retour de cet élu, c'est inévitable. Que ce soit Imu ou le Gorosei, ils ne peuvent pas ignorer le retour de leur plus ancien et terrible ennemi, expliquant pourquoi ils cherchaient à tout prix à mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi pour empêcher la résurrection du dieu soleil. Tout comme Poséidon qui s'est réincarné en Shirahoshi, une sirène, Joy Boy risquait de revenir parmi l'une des tribus tant persécutées par le gouvernement. Et nous apprendrons peut-être un jour que Luffy a du sang humain avec Dragon, oui, mais aussi du sang d'une race spécifique, de la part de sa mère, héritière d'une tribu antique. Une chose en tout cas me paraît certaine, les Boucaniers, les Lunarians et aujourd'hui les Trois Yeux, mais aussi les peuples célestes, les géants et les hommes poissons qui croient en Nika et Joy Boy également, étaient du côté de l'ancien royaume. Un ancien royaume, si je suis ma théorie datant de 2017, qui était composé de toutes sortes d'espèces du monde de One Piece. Des races qui cohabitaient pacifiquement ensemble, mais qui sont aujourd'hui réduites en esclavage par le gouvernement mondial pour leurs crimes passés. On va passer à la troisième partie, celle sur le One Piece, mais avant cela, je voudrais faire un bref arrêt sur cette page. Cette page est celle où Vegapunk annonce la très prochaine révélation de tous les secrets du siècle oublié. Ce qui m'a intrigué, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est la composition de cette page montrant Shirahoshi, Vivi et les îles célestes. Alors pour le courrier de Goji, j'ai reçu cette question à laquelle je vais répondre. La page qui parle des armes antiques avec la tête de Shirahoshi et Vivi ne serait pas une façon officielle pour Oda de confirmer que Vivi est bien une arme antique ou au moins la personne pouvant en contrôler une, parce que pour le moment, c'était nous qui l'interprétions comme ça. Donc, comme je l'ai dit, j'ai la certitude que la composition de ces cases apporte un message supplémentaire, une deuxième lecture presque nécessaire pour comprendre le sous-entendu. Pour autant, et je me trompe
peut-être, mais je ne vois et n'arrive toujours pas à voir Vivi comme une armantique. Elle reste toutefois particulièrement liée à Pluton puisque c'est à Alabasta que sa famille cachait le secret de son emplacement. Voir Shirahoshi, Vivi et les peuples célestes à la suite me font plutôt penser que c'est Shirahoshi qui possède Poséidon, Vivi qui est lié à Pluton et les peuples célestes qui cachent Uranus. Lorsque je théorisais qu'Imu était ou possédait Uranus, une chose m'avait toujours dérangé, c'est de ne pas associer l'arme du ciel à une île céleste ou au peuple céleste. Il y a une logique dans la répartition des armes antiques dans One Piece, elles n'apparaissent pas n'importe où. Poséidon est le dieu des mers, logique qu'il apparaisse dans l'île des hommes poissons. Pluton est l'arme des enfers et Nina avait fait une excellente théorie à ce sujet qui lui a permis de pré-shot plusieurs années à l'avance que cette arme apparaîtrait dans les profondeurs de Wano Kuni, dans les enfers japonais. Pour Uranus, Imu est assez élevé dans le ciel sur Marie-Joise pour considérer que ses habitants vivent dans les cieux. Mais dans ce cas-là, il faut aussi prendre en considération les Skypéiens, les Bilkans et les Chandia qui sont littéralement dans les nuages. Alors pour résumer, il est bien possible que ces trois cases représentent les trois personnes et lieux qui sont liés de près ou de loin aux trois armes antiques. Nous arrivons à la troisième partie, celle sur le One Piece, sûrement ma préférée, celle dont j'avais le plus hâte de vous parler. Alors je profite de ce moment de répit pour vous demander les bros, et si vous souhaitez me soutenir toujours gratuitement, et si vous aimez cette vidéo aussi, de liker cette review qui m'aura demandé un très gros travail, ainsi que de vous abonner. Vous connaissez le blabla habituel, c'est de la vraie aide pour la chaîne, et je vous en remercie pour ça. Vegapunk continue donc son message et s'adresse cette fois-ci aux pirates du monde. Il dit que certains individus ne peuvent pas être opprimés, et qu'ils sont eux-mêmes les plus proche de la vérité. Est-ce une coïncidence ou Roger a-t-il planifié tout ça? Son trésor n'a malheureusement aucune garantie pour qu'il soit trouvé par celui ou celle attendu par Joy Boy. Il est cependant inévitable que le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera, le grand trésor du One Piece. Il est vrai que ce n'est pas une très grande révélation, bien que ça fasse toujours son effet. On sait depuis un moment que le One Piece est la clé qui changera le monde. Mais je dois avouer qu'après l'énorme message de Vegapunk, ça résonne encore différemment, avec encore plus d'intensité. Pourquoi ai-je alors autant hâte de vous en parler? Parce qu'aujourd'hui et plus que jamais, j'ai la certitude que Roger n'a jamais possédé le One Piece. Roger n'a jamais obtenu ce trésor et ce, même s'il a bel et bien atteint Laftel, la dernière île n'ayant plus été visitée depuis 800 ans. Si vous en doutez encore, je compte bien vous faire changer d'avis dans les prochaines minutes. Le One Piece existe. C'est une certitude. Barbe Blanche n'a pas menti à sa mort et aujourd'hui encore, Vegapunk clame l'existence d'un tel trésor qui changera le monde. Roger est censé avoir mis la main sur ce trésor après avoir fait le tour du monde et être devenu le roi des pirates en se rendant sur la dernière île. C'est en tout cas ce qu'on veut vous faire croire, ce que Roger a toujours voulu faire croire et ça fait partie du plan ultime de sa vie. En atteignant Laftel, Roger et son équipage ont véritablement pris connaissance de toute l'histoire du monde. Le siècle oublié, Lady, les armes antiques, toutes. Absolument tout. Roger a aussi pu réaliser que le fameux trésor légendaire reposant sur cette île finale, comme il l'a expliqué au chapitre 966, existait bel et bien. Mais c'est là que commencent certaines incohérences scénaristiques qui vont semer le trouble. Au chapitre 967, lorsque Roger découvre enfin ce vaste trésor, lui et son équipage se mettent à rire aux larmes et le nouveau roi des pirates déclare « Joy Boy, c'est un sacré trésor que tu as laissé derrière toi, un conte rempli de rire. » Mais si Roger a trouvé le One Piece et que le One Piece se trouve devant lui, alors s'agit-il d'un conte? À une époque, c'était ce qu'on pouvait penser, mais depuis 2014, Oda a répondu à la question « Est-ce que le One Piece est un trésor sentimental tel que la grande aventure passée avec son équipage ?» en affirmant qu'après une telle aventure, ça ne serait pas juste de ne pas leur donner une vraie récompense. Ouf, nous voilà rassurés, le One Piece est tangible et sûrement précieux tout en étant différent d'un conte ou d'une histoire. À ses débuts, Oda aura d'ailleurs été assez évocateur sur le sujet puisque le One Piece était directement associé à la notion de posséder tous les trésors. Gaimon disait que ce trésor pouvait acheter le monde. Alors non, le One Piece n'est pas qu'une histoire aussi révélatrice soit-elle, mais un vrai trésor. Là où cette théorie prend un tout autre sens, une toute autre dimension, c'est au chapitre 968, juste après que Roger et son équipage aient découvert ce grand trésor. Nous découvrons à notre tour un monde en ébullition après que Roger ait réalisé ce que personne n'avait réussi jusqu'alors. La marine s'affole et les journaux se déchaînent, écrivant pour la première fois le aujourd'hui légendaire. Fortune, gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses du monde, son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ce chapitre marque aussi dans la chronologie de One Piece la première apparition du terme One Piece, car c'est le nom que le monde entier a donné à toutes les richesses cumulées par Roger. Alors chose déjà assez étonnante, ce n'est pas Roger qui a nommé le trésor qu'il posséderait, mais bien le monde. Pire encore, Roger n'a en réalité jamais, en 27 ans et 1121 chapitres, employé le terme de One Piece. Jamais.
Que ce soit après avoir atteint Laftel, que ce soit avec son équipage, que ce soit en parlant avec Barbe Blanche, ou ses derniers mots avant de mourir, jamais Roger n'a prononcé le nom de ce trésor que le monde lui attribuait. Ouais, avec du recul, ça fait quand même bizarre de se dire que le roi des pirates n'a encore jamais mentionné le nom de son propre trésor. Si lui ne l'a pas fait, Rayleigh par contre a bel et bien parlé du One Piece dans une scène qui sera la plus révélatrice de cette théorie, toujours issue du chapitre 968. Le One Piece, comme il l'appelle, je me demande qui va le trouver. Dans cette discussion privée avec son capitaine, Rayleigh ne se demande pas qui va trouver leur trésor, qui va récupérer ce qu'ils ont laissé, non. Rayleigh se demande qui va récupérer le One Piece, comme le nomme le monde entier. Mais ce qui est encore plus flagrant, c'est le contexte entier de cette discussion, puisque Roger, après s'être souvenu de la prophétie de Shirley annonçant la naissance de la princesse Shirahoshi, l'arme antique Poséidon, déclare que quelqu'un va naître et peut-être les dépasser. Concluant par cette phrase qui résonne encore dans ma tête, vous voyez, nous sommes arrivés trop tôt. Alors attendez, si je récapitule, Rayleigh se demande qui va trouver le One Piece, ce qui serait un aveu qu'eux-mêmes n'ont pas mis la main dessus. Roger est certain que quelqu'un va les dépasser, là encore signifiant que malgré son titre de roi des pirates et son voyage jusqu'à Laftel, il n'a pas pu réellement tout accomplir ou il pouvait aller encore plus loin, et conclut par la prise de conscience que finalement, ils sont arrivés trop tôt. Ce n'était pas le moment venu, le moment voulu. Ce qui est aujourd'hui davantage évident car les armes antiques semblent être nécessaires pour découvrir le One Piece et renverser le monde. Or, à l'époque de Roger, Poséidon n'était pas encore né et il le savait très bien car c'est Shirley qui l'a prophétisé. Pluton n'avait quant à lui pas été libéré de Wano Kuni car les frontières du pays étaient fermées jusqu'à l'arrivée de Joy Boy, l'arrivée de Luffy. Je pense qu'à ce stade-là de la théorie, vous avez compris mon raisonnement, vous avez compris où je voulais en venir et pourquoi ce point de vue, qu'il soit vrai ou faux, est absolument passionnant. Mais des questions doivent encore embrumer votre esprit. Si Roger n'a pas eu le One Piece, pourquoi tout le monde agit comme si c'était le cas? Si Roger n'a pas trouvé le One Piece, pourquoi lui-même laisse-t-il sous-entendre le contraire lors de son exécution? Eh bien, c'est là l'un des plus grands secrets peut-être de cette œuvre. Roger n'a jamais eu ce trésor et n'a jamais prétendu l'avoir eu. C'est le monde entier qui lui attribue la possession de ce trésor, mais pas lui, pas même son équipage. Pourtant, le roi des pirates décida de profiter de ce malentendu et de l'ironie de la situation pour divulguer un message au monde entier. Vient alors son exécution. Après avoir découvert le vrai sens du One Piece et surtout avoir découvert que seul Joy Boy pouvait mettre la main sur ce trésor qu'il a lui-même laissé 800 ans plus tôt, Roger décida de cacher l'histoire et provoquer le destin. Cette flamme ardente qui brûlait pour le One Piece était une aubaine pour lui et pour lancer ce que l'on nommera plus tard l'âge d'or de la piraterie. Roger s'est alors rendu à la marine, planifiant l'exécution qui allait découler de cette arrestation et profitera de ses derniers mots pour lancer un appel à la découverte de son trésor, le One Piece qu'il aurait caché quelque part dans le monde. Ce message n'était destiné qu'à une seule chose, qu'à une seule personne, révéler le nouveau Joy Boy. Pousser le nouvel élu à suivre les mêmes traces que Roger, mais pour faire encore mieux que lui qui est arrivé trop tôt. Roger savait qu'il ne pouvait rien faire. Roger savait qu'il n'était pas l'homme de la prophétie. Alors lui et son équipage se sont mis à attendre ceux qui pourraient les dépasser. Comme Crocus le laissait sous-entendre, un équipage avec un capitaine, un membre du clan d'Eddie. Expliquant aussi pourquoi Barbe Blanche disait, mourant à Teach, qu'il n'était pas l'homme que Roger attendait, car Roger attendait Indy et Teach fait aussi partie de cette famille. C'est donc pour révéler au monde cet homme que Roger s'est rendu et fait exécuter publiquement. Rayleigh et aujourd'hui Vegapunk en apportent tous les deux la preuve parfaite. Le bras droit du roi des pirates répondra à Usopp qui lui a demandé si Roger avait planifié volontairement l'âge d'or de la piraterie, qu'il ne pouvait rien dire pour le moment. Et même que Roger semblait avoir un plan. Le plus grand camarade de Roger lui-même se doute que l'exécution de ce dernier était voulue et désirée afin de lancer une vague d'hommes qui ne peuvent être opprimés, les pirates. Une vague dans laquelle se trouvera Luffy, leur futur roi. Et aujourd'hui, le plus grand scientifique du monde, qui ne comprend toujours pas les agissements de Roger, se demande finalement si Roger n'aurait pas déclenché tout ça volontairement. Roger serait à l'origine non pas d'un mensonge, mais de la plus grande manipulation de toute l'histoire de One Piece pour permettre à un seul élu de véritablement le trouver, ce trésor du One Piece. Voilà pourquoi ce chapitre me conforte dans cette idée. Si Roger avait le One Piece, alors comme le dit Vegapunk, il aurait pu changer le monde. Or, ce n'est pas réellement ce qu'il a fait. Alors oui, il a lancé une vague de piraterie qui a changé le monde d'une certaine manière, mais il est aussi mort avec tous les secrets qu'il a découverts sur Laftel et dans le message de Joy Boy, car le moment n'était pas encore venu. C'était
trop tôt. Le One Piece ne peut et ne doit être découvert qu'une seule et unique fois. Lorsque ce jour arrivera, alors ça sera à la fois la suite et la fin de la grande bataille de 800 ans. Pour cela, il faudra l'alliance des armes antiques qui serviront à mettre fin à cette guerre. Le destin a voulu qu'elles se réveilleront toutes durant l'ère de Luffy. Ce fut le cas pour Poséidon avec Shirahoshi, ça sera le cas avec Pluton qui n'attend qu'à être éveillé par Momonosuke. Ne reste qu'Uranus et tous les mystères qui vont avec. Ce que vous pouvez en conclure, c'est qu'en arrivant trop tôt, Roger n'aura peut-être jamais atteint son rêve. Un rêve qu'il partage avec exactitude avec Luffy. À ce jour, Luffy a annoncé qu'il fallait être au moins le roi des pirates pour y parvenir, mais qui dit roi des pirates dit aussi posséder le One Piece en toute logique. Alors il est malheureusement bien possible que parmi tous les plus grands rêveurs de ce monde, parmi tous les grands personnages, les grands pirates, Roger n'ait pas pu atteindre son véritable rêve, expliquant les larmes de désespoir de Shanks lorsque son capitaine est revenu de l'Aftel. Aujourd'hui, seul Luffy sera capable d'accomplir l'objectif ultime que s'était fixé le précédent roi des pirates. Si j'ai pu faire des théories foireuses tout le long de mon expérience YouTube, je dois dire que celle-ci reste ma préférée et celle que je considère la plus crédible. Quand je vous l'avais déjà proposé il y a 2 ans, l'accueil que vous lui aviez fait était vraiment magique, surtout pour une vidéo que j'avais autant aimé écrire et réaliser. Alors j'espère que ça sera encore le cas aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Nous y arrivons, la page finale de ce chapitre absolument magnifique au passage qui va se payer le luxe de réquisitionner une partie entière de la review. 12 personnages, prota et antagonistes majeurs de One Piece sur une seule et même double page. On les reconnaît tous, sauf un. Un mystérieux personnage ne laisse apparaître qu'une partie de son visage et son épée, semant ainsi le doute et le trouble dans la communauté One Piece. En tout cas, il vous a tous perturbés puisque sur Twitter, facilement 70% des questions que j'ai reçues concernaient ce foutu bug. Vu qu'il va représenter un gros morceau de cette partie, avant de parler de lui, je voulais analyser la page dans sa globalité. Premier point, plutôt je vous parlais de composition dans les pages du scan qui pouvaient laisser présager plusieurs interprétations et messages subliminaux. Dans cette double page, j'ai la sensation, qui ne restera peut-être qu'une sensation, que Oda a voulu créer des miroirs, des futurs liens et affrontements. On a la zone avec les 4 empereurs et encore 2 catégories de 4 autres personnages. Au début, je me suis demandé si ça allait annoncer les futurs combats de One Piece et que Sabo allait affronter Akainu, Dragon allait affronter Kuzan, Luffy allait affronter Barbe Noire. Tout correspond plutôt bien, mais on en vient à Shanks qui devrait affronter Baggy et Kobe contre Imu. Ça devient un petit peu plus bizarre. Je me suis alors dit qu'il fallait peut-être voir le miroir d'une autre façon et que c'était plutôt Kobe qui allait affronter Akainu, Sabo contre Imu, Baggy contre Luffy et Teach contre Shanks. Ça me semble déjà un peu plus cohérent, même si je vois pas comment Sabo et Kobe mèneront leur combat respectif qui est perdu d'avance. Donc je me suis dit qu'ils avaient peut-être simplement fait des liens et que ce n'était pas du tout qu'une question de combat. Baggy et Shanks sont d'anciens Nakama, Teach et Luffy sont les 2 dits qui vont renverser le monde, Sabo et Akainu sont liés par Ace, Aokiji et Dragon le sont par Garp, respectivement mentor et père. J'aime beaucoup, mais maintenant il faudra comprendre le lien qui unit Kobe à Imu, qui pose pas mal de problèmes dans cette petite théorie de miroir de la double page. Voilà, je voulais juste vous en parler car même en ne cherchant pas à tout prix à suranalyser le chapitre ou le moindre indice, j'avais juste la pure et simple sensation qu'on reviendra dessus dans quelques années ou quelques mois et qu'on se dira putain, mais voilà, il y avait vraiment un tableau, Oda avait bien caché quelque chose. Le deuxième point que je voulais aborder, parce que je savais pas où et quand le faire, c'est Teach. En effet, il n'est pas réapparu dans ce chapitre et aucun moyen de savoir où il se trouve. C'était d'ailleurs la question de Bovino à ce sujet pour le courrier de Goji. Alors rappelons-nous déjà que l'arc d'Egghead a duré 2 jours, nous sommes actuellement le lendemain du chapitre 1061, après que les Mugiwara aient foulé le sol de l'île scientifique. Si tous les éléments que l'on a vus sur les autres îles pendant l'arc se passent dans la même journée, normalement Teach affrontait et gagnait contre l'eau seulement hier, donc il y a moins de 24 heures. Vu qu'on ne connaît pas les distances qui séparent les îles, notamment combien de jours il faut pour rejoindre la ruche en partant de Winner Island, il serait normal que Teach n'ait pas encore rejoint la ruche si le trajet prend plusieurs jours. Notons quand même, en gardant cette logique en tête, que Dory et Brogy n'auraient mis qu'un seul jour, eux, pour rejoindre Egghead en partant d'Elbaf, justement car les 2 îles seraient plutôt proches d'entre elles. Ça ne répond toutefois pas à la question qui est... où se trouve Teach, lui qui n'a pas montré de signe de vie de tout le message de Vegapunk et est sûrement le seul à ne pas avoir eu une réaction depuis au moins une dizaine de chapitres. Alors je dirais,
qu'après avoir récupéré Pudding, qui est bientôt capable de déchiffrer les poneglyphes et qui se trouve actuellement dans la cale de son navire en tant que prisonnière, alors Teach est parti à la recherche du dernier Rod poneglyph, celui détenu par l'homme à la cicatrice de feu. Ce personnage récemment introduit détient la clé de tout, il possède le dernier poneglyph, le seul manquant à Luffy pour se diriger vers Laftel. C'est littéralement le dernier rempart, le dernier objectif avant que Luffy ne devienne le roi des pirates. Cependant, si c'est Teach qui obtient le dernier Rod poneglyph nécessaire à Luffy et que Luffy lui-même possède une copie de poneglyph que Teach aura besoin, leur combat pourrait avoir lieu afin que celui qui le remporte gagne l'accès intégral à Laftel. Actuellement, Teach est celui qui possède le plus d'informations sur l'homme à la cicatrice de feu. Ils sont assez renseignés pour connaître ses pouvoirs et son bateau, en tout cas par des bruits de couloir qui s'avéreront sûrement bien vrais. Pour ne pas perdre davantage de temps et directement après avoir combattu l'eau, Teach prendrait la route pour attaquer ou voler l'homme possédant la clé ultime pour Laftel. Et bien vous savez quoi, du coup on arrive au troisième et dernier point de cette vidéo, l'identité de cet homme dans la double page. Je pense que vous aurez compris pourquoi je n'ai pas fait de transition sur les deux derniers sujets. C'est pour la simple et bonne raison que ce mec là serait justement l'homme à la cicatrice de feu. Je veux dire, c'est le seul personnage assez important récemment introduit qui nous est encore caché. C'est le seul dont on attend vraiment la révélation du design, après Imu évidemment. Donc d'une façon ou d'une autre, il m'est impossible de ne pas imaginer que cet homme soit celui à la cicatrice de feu, et si j'en crois à ma théorie précédente, comme quoi Teach va le chercher pour récupérer le dernier Rod poneglyph, ça expliquerait pourquoi il est le seul en position de combat. S'il dégaine son épée, c'est à cause du combat qui se prépare contre Teach, venu récupérer son trésor. Alors ça c'est ok, hein, on peut s'imaginer ça, il n'y a aucun problème. Le vrai problème, que vous aussi avez noté à en juger des questions multiples que j'ai reçues à ce sujet, pourquoi ressemble-t-il à Shanks? En tout cas, ils partagent tous les deux une épée similaire, un sabre dont la garde et le bout de la poignée semblent reliés. Alors ce trait existe déjà dans One Piece pour certains sabres, mais la question se pose quand même. On revient plus ou moins à la même problématique qu'au chapitre 1083, lorsque Dragon révéla pour la première fois l'existence des Chevaliers Divins avec un personnage en tête en tout point similaire à la silhouette de Shanks. Alors, ok, j'aime la théorie, elle se tient, que ce soit deux membres de la même famille. Mais si Shanks a un frère, pourquoi lui donner la même tenue? Ou du moins une tenue similaire? Pourquoi lui donner exactement la même coupe et la même épée? Mais surtout, et c'est là que ça me pose un encore plus gros problème, pourquoi le frère de Shanks serait l'homme à la cicatrice de feu cachant un poneglyph alors qu'il est censé être un chevalier divin comme Lefi Garland Garling, le présumé père de ce même Shanks? J'ai mal à la tête. Par-dessus tout, j'ai du mal à ingérer le fait que l'histoire de One Piece telle qu'elle est maintenant ait besoin de donner à Shanks un frère jumeau 100% ressemblant et sûrement aussi 100% méchant. Est-ce vraiment pertinent et nécessaire? La seule deuxième hypothèse que je pourrais vous donner, et c'est aussi celle que je préférais du coup scénaristiquement, c'est l'hypothèse Copper Gaban qui tient dans ses mains la lame de son capitaine Roger. Pour faire simple, ma théorie principale sur l'identité de l'homme à la cicatrice de feu est qu'il s'agisse de Gaban. Après tout, qui pourrait avoir plus de raisons de protéger le dernier Rod poneglyph que l'homme ayant navigué aux côtés de Roger? La mission que son capitaine lui aurait alors confiée serait purement et simplement de partir en mer avec le dernier Rod poneglyph jusqu'au jour où l'homme attendu, Joy Boy, se présente à lui pour le récupérer et prendre la direction de Laftel. Sans correspondre à 100%, la silhouette de cet homme serait Gaban, qui aurait laissé ses doubles haches pour préserver Ace, le Seijo Owasamono de Roger, une des 12 lames supérieures. Sabre qui, dans les dessins d'Oda, est d'ailleurs formé un peu de la même façon que le griffon de Shanks, qui est l'une des rares épées à tant ressembler à la lame du mystérieux personnage. En bref, et je pense que vous aurez compris, il est difficile pour l'heure de trouver une identité convenable et définitive à cet homme. Peut-être qu'il est vraiment le frère de Shanks, tout en étant l'homme à la cicatrice de feu, peut-être qu'il est ni l'un, ni l'autre. Même si je ne sais pas, c'est étonnamment assez plaisant de tous se rassembler autour de la même théorie. Comme vous l'aurez constaté, à la durée de cette vidéo, j'ai trouvé ce chapitre passionnant avec un tas d'analyses et de théories à vous proposer. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à vous la préparer. Merci d'avance à tous pour vos commentaires qui sont, et ce comme chaque semaine, toujours fabuleux et réconfortants. N'oubliez pas de lâcher le like pour me soutenir directement et gratuitement. Je vous embête plus pour ça et je vous dis à la semaine prochaine car normalement s'il y a pause, je vous prépare une assez grosse vidéo. Portez-vous bien, peace.